Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part, avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Dans ce 18e podcast, grâce à Juliette Danjon-Vallon, une formatrice Montessori, vous allez découvrir plein de points fondamentaux de cette pédagogie. Donc elle a commencé par nous expliquer comment la transition se passe. Elle accompagne des professeurs des écoles qui travaillent d'une manière traditionnelle et qui veulent se former à la pédagogie Montessori. On a parlé aussi de libre choix, comment accompagner les enfants pour les emmener vers ce libre choix. On a abordé plein de sujets vraiment très intéressants. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans le podcast. Je laisse place à ma conversation avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Céline. Alors aujourd'hui tu es formatrice Montessori et la première question que j'aimerais te poser c'est pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'anime chaque jour? Je rentre dans le vif du sujet directement. D'accord, alors je fais ce métier parce que j'ai eu la chance d'accompagner des professeurs des écoles dans une école de la République près de chez moi. Et c'est une expérience sur 1 an qui m'a énormément plu et j'ai pris conscience à ce moment-là de la possibilité d'accompagner les professeurs des écoles avec les contraintes de terrain qui sont les leurs. Pour mettre en place cette pédagogie à laquelle je crois. Et quand tu dis accompagner une école près de chez moi, est-ce que concrètement tu peux nous dire comment ça s'est passé? C'est cette école qui t'a sollicité? Alors en fait, c'était une des professeurs des écoles était une amie. J'étais en train de faire la formation à AMI 3-6 ans à Lyon. Et puis elles ont eu vent, c'était en 2014 au moment où ça a commencé, on a commencé à entendre parler de cette pédagogie. Et puis moi je leur ai dit, écoutez, si on fait ça, moi je suis une universitaire Céline, donc en fait pour moi on fait les choses du début, avec un début et une fin, voilà, ça ressemble bien à la pédagogie Montessori. Et je leur ai dit, moi je veux bien vous accompagner, mais sérieusement, on commence dès le début. Et puis, je vous accompagne à raison de toutes les 3 semaines. On faisait des réunions de 3 heures chez l'une ou l'autre. Et puis, sur toute l'année, en fait, on a fait ça. Et ce qui a été formidable, c'est que c'est les enfants qui les ont fait avancer. Par exemple, si tu vois, je vais te donner un exemple tout simple. Au départ, quand j'expliquais que en pédagogie Montessori, on essayait d'avoir 2h30 à 3 heures de travail ininterrompu. Alors je dis on essayait, c'est pas on essaye, c'est on vise ça. Mais quand on commence, on n'a pas ça tout de suite, évidemment. Alors au départ, elle me faisait des yeux, plus de récréation, oulala. Et puis un jour, à 10h30, on se dit mince, on a un quart d'heure de retard sur la récré. Et puis un jour il est 11h, un jour il est 11h15, et un jour il est 11h45. Et si tu veux, tout s'est passé comme ça tranquillement. Et ça a été un vrai bonheur, en fait, de voir ces professeurs des écoles qui étaient animés par une pédagogie qui complétait leur pratique, un peu différente, tu vois. Et puis, comment les enfants l'ont emmené. C'est pas je suis une doctrine comme ça, parce qu'il faut faire ça. C'est allez, on essaye. Et puis, tout d'un coup, on voit les enfants s'épanouir. Et les professeurs des écoles aussi. Ça, c'est merveilleux. C'est aussi elles qui ont pris du plaisir, bien sûr, à aller dans cette pratique, même si c'est pas toujours facile au départ. Oui. Et là, tu dis toutes les 3 semaines pendant 3 heures. Et est-ce que tu avais aussi des temps en classe où tu observais la classe, les enfants? Disons que si tu veux, tu n'as pas le droit quand tu ne fais pas partie de l'éducation nationale, tu n'as pas le droit de mettre les pieds dans une classe. Donc, tu as le droit si la directrice de l'école est d'accord
et puis de manière ponctuelle. Donc j'y suis allée quelques fois, mais surtout sur les temps extrascolaires pour aménager la classe, pour les aider à faire ce genre de choses. Voilà. D'accord, donc tu as pu accompagner elles étaient combien, ces maîtresses, enfin, ou ces enseignants, il y en avait plusieurs? Alors, il y avait trois professeurs des écoles de l'école de Péionnet, là où est mon fils. Ensuite, il y avait 2 professeurs des écoles de l'école d'à côté, une professeure des écoles encore. Elles étaient 3, 4, 5, 6, peut-être 8, tu vois. Ah oui, quand même. Ça représentait 4 écoles différentes. D'accord. Et c'est vraiment dans ces réunions de 3 heures que vous avez pu construire... Enfin voilà, vous partiez... Comment tu t'es organisée? Tu partais de ce que les enseignantes vivaient au quotidien, de leurs difficultés, pour les aider à avancer? Non, alors, tu sais, quand j'ai commencé, aujourd'hui que je fais la formation, je fais une formation initiation avec vraiment le b.a.-ba pour commencer, et puis je fais la formation complète de 300 heures. Aujourd'hui, j'en parle différemment. À l'époque, j'avais pas ce recul-là, si tu veux. Pour moi, ce que j'ai appris dans la formation internationale, c'est une formation qui forme les éducateurs dans des écoles privées hors contrat, avec pas tous les contraintes de l'école de la République. Alors, moi, si tu veux, la seule chose que j'ai faite, c'est que en formation internationale, tu travailles heure par heure. Tu fais l'heure de vie pratique, ensuite, c'est pas que tu l'as fait, on te transmet l'aire de vie pratique, ensuite on te transmet l'aire sensorielle, ensuite on te transmet, je sais plus si c'est l'aire de langage avant les mathématiques ou l'inverse, peu importe. Alors moi je me suis dit que ça c'était pas possible, par contre, parce qu'il fallait qu'elles aient des billes sur les 4. Bah oui. Voilà. Donc en fait on a fait en parallèle les 4. Et puis j'ai d'abord posé le cadre de la posture. Qu'est-ce que ça c'est la première des choses qu'on a posées, bien sûr. Comment on va passer d'une... Bérengère Collier en parle très très bien dans son livre, c'est une géographie différente dans la classe, c'est-à-dire qu'on passe d'une transmission verticale à une transmission horizontale, où progressivement, même les enfants, entre pairs, vont pouvoir se transmettre les activités. Parce qu'en pédagogie Montessori, si on n'arrive pas à se décentrer de cette verticalité, alors on est complètement surchargé de travail. Oui, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Mais ça, on le lâche petit à petit. Il faut pas trop précipiter les choses non plus. Oui. Il faut vraiment aller à son rythme. Et puis, c'est pas parce que Machine, elle en est là alors qu'elle a commencé en même temps que moi moi j'en serai là. Oui, chaque personne est différente et avance à son rythme, comme pour les enfants en fait. Chaque adulte aussi a besoin d'écouter son rythme, quoi. Exactement. Chaque personne a besoin d'écouter son rythme, et puis tu as des gens qui vont avoir besoin d'avoir toute la vue d'ensemble avant de se lancer, et puis t'en as qui sautent dans le grand bain tout de suite. Tu vois, c'est vraiment des personnalités différentes. Alors attends, je me souviens un peu de la question que tu avais posée du coup. Eh ben, c'était pourquoi tu formes des adultes, qu'est-ce qui t'anime? Tu me disais comment je m'y suis prise. Je m'y suis prise comme ça. D'abord la posture, après beaucoup insister sur tout ce qui est préliminaire. Comment on installe la petite voix dans la classe, comment je me déplace, comment j'interromps un enfant qui travaille, comment j'interromps un adulte qui travaille, comment on met en place des règles simples de respect de l'autre qui vont permettre à une classe de fonctionner en atelier individuel. On pourrait appeler ça le cadre, non? Oui. Oui. Oui, parce que le cadre, je trouve que ça résume bien, en fait. Voilà, c'est qu'est-ce qui est possible, enfin, comme ce que tu disais, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire, comment on s'y prend. Donc déjà, on met le cadre en place avant de se lancer, quoi. C'est ça. Alors, tu vois, je donnais une formation samedi et une des participantes, Sophie, me disait qu'elle était à une amie péda et elle avait beaucoup aimé. Elle lui avait dit, la conseillère péda, vous voyez, imaginez des enfants, c'est comme une pâte à gâteau, une pâte à brioche, on met de la levure dedans, voilà. Et puis, si on veut que la brioche gonfle, eh bien, quand on la met dans le four, il faut un moule.
Oui, bah le moule, du coup, c'est les bords du cadre. Voilà. Ouais. Le moule, c'est le cadre. C'est-à-dire que sans ça, il n'y a pas... Ça, c'est très, très important de dire que si l'enfant n'est pas sécurisé par un cadre, bien, il ne peut pas explorer son environnement correctement. Ouais. Et il y a plein dans les auditeurs qui nous écoutent, je suis sûre qu'il y a des gens qui méconnaissent encore cette pédagogie, et souvent beaucoup pensent que les enfants font ce qu'ils veulent. Et moi j'aime bien dire, ils ne font pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent ce qu'ils font. Comment tu dis toi, quand quelqu'un dit... Écoute, j'en ai parlé hier en réunion publique Montessori, on parlera de cette belle association, j'espère, oui. après. Oui. On a beaucoup parlé hier de qu'est-ce que ça veut dire développer la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire aller jusqu'au bout, persévérer, se challenger, tout ça, mais ça veut dire aussi être capable de faire des choix. C'est-à-dire que dès petit, je suis capable de vouloir ça. Parce que c'est ça qui va me faire grandir. C'est cette activité-là, c'est celle-là. C'est pas tu t'assois à une table et tu fais ça. Ensuite tu vas là et tu fais ça. Ensuite tu vas là et tu fais ça. Non. Dès tout petit, je fais des choix qui me font plaisir parce que ça me fait grandir. Voilà. Donc c'est ça. C'est je veux ce que je vais faire. Oui. C'est Maria Montessori en parle très bien dans Pédagogie scientifique tome 2. Elle dit vraiment que cette capacité à développer la volonté, ça va permettre ensuite de faire des choix. Et la vie... Elle est faite de choix. Elle n'est faite que de ça. Ouais. Alors si, dès le départ, on a cette chance de pouvoir poser notre personnalité par rapport au choix de la vie, alors ça va beaucoup aider après à l'âge adulte. Voilà. Et du coup, ça c'est très très important. Aide-moi à faire par moi-même. C'est pas laisse-moi faire ce que je veux. Aide-moi à devenir autonome. Ce qui veut dire que l'environnement préparé pour l'enfant, qui va lui permettre de choisir ses activités, d'accord? Eh bien, ça ne suffit pas. Au départ, il n'est pas capable de faire des choix tout seul. Donc, il va falloir l'aider à faire des choix. Ça, on oublie souvent. On se dit, je suis préparée intérieurement, psychologiquement, j'ai préparé ma classe, tout est sous contrôle, mais on oublie qu'il y a des enfants à qui on met les habits sur le dos tous les matins, à qui que l'on porte jusqu'à l'école, qui se déplacent même pas sur leurs pieds comme des bipèdes, et tout d'un coup ils arrivent dans un environnement où on leur demande de faire par eux-mêmes. Et ces enfants-là, plus que les autres encore, ils vont avoir besoin de notre soutien pour qu'ils puissent vouloir ce qu'ils veulent. Et pour ça, il va falloir les orienter. Voilà, et les orienter, est-ce que ça veut dire, par exemple, leur proposer le choix entre 2 matériels, plutôt que de leur laisser le choix entre tout le matériel qui est possible? Alors, il y a 3 étapes, en fait. Il y a un choix dirigé, c'est-à-dire un choix parmi 2. Il y a une formatrice américaine qui parle, en fait, qui a un très très beau chapitre sur l'observation que l'association publique Montessori a mis en avant comme article que je conseille vraiment aux auditeurs d'aller voir. Donc il y a 3 étapes. La première, c'est donc un choix dirigé. Elle en parle très très bien dans son article. Donc tu proposes à l'enfant 2 activités par rapport à des activités que tu lui as données. Et puis là, en fait, on laisse pas tellement le choix. On vient pas à l'école pour rien faire. Donc, alors ce matin, mais on y met de la joie. Alors ce matin, tu fais quoi? Tu fais ça ou tu fais ça? Moi, je pense que tes petites malles, elles ont besoin de ça ou ça. Allez, petite malle, qu'est-ce que tu fais? Ça? Allez, c'est super, vas-y. Bon. Et puis après, petit à petit, on va aller vers un choix guidé. Alors, ce matin, tu as plutôt envie d'aller vers la vie pratique ou vers le sensoriel? Oui, donc là, tu vas le guider vers une aire, une partie de la classe, plus entre 2 matériels. Voilà. Après, il y a... la traîneur américaine dit qu'il y a 3 étapes, moi j'en rajouterai une 4e. Et la 3e étape, c'est vraiment l'enfant qui est capable de faire des choix pour lui-même. Et moi je rajouterais que
à l'école de la République, avec des classes qui ne sont pas forcément triple niveau, des enfants qui n'ont pas forcément fait tout leur cursus en Montessori, il y a un accompagnement complémentaire qui doit se faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants, il faut leur dire « Oh là, je crois qu'il est temps de faire un travail de grande concentration. » Là, c'est bon. Voilà. Maintenant, il est temps de trouver un travail de grande concentration. D'accord. Pour les emmener à aller justement, de ne pas avoir peur de cet engagement dans le travail. Et sur un long travail. Mais ça aussi, on va... C'est comme un marathon. Hein. On ne va pas tout de suite courir 1 kilomètre. Oui. On va accompagner aussi l'enfant vers ça. Et justement, ça rejoint ce que tu disais juste avant, la volonté de persévérer, de s'engager dans une tâche qui va durer longtemps, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, bon, ça c'est un excellent auteur, je n'arrive pas à prononcer son nom, mais le livre qu'il a écrit, j'en parle beaucoup en formation, et ça ressemble beaucoup, c'est très proche de la pédagogie Montessori. C'est un livre qui s'appelle Vivre. Très très beau livre à lire sur l'expérience optimale, et il explique dans ce livre que le bonheur, ça ne tient pas qu'au plaisir. C'est le plaisir plus la capacité de se dépasser. Parce que c'est ça qui nous rend fiers, c'est ça qui va développer une confiance en soi, et donc par voie de conséquence une estime de soi positive, qui va nous rendre heureux avec nous-mêmes. Donc ça va nous permettre, si on est heureux avec soi-même, si on se respecte soi-même, on va respecter son environnement, on va respecter les autres. Oui, donc c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Alors Maria Montessori, elle en parle beaucoup, et c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre quand elle dit c'est par le travail que naît le sens social. C'est obscur quand même pour des gens qui ne sont pas formés à cette phrase. C'est par le travail que naît le sens social. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'au départ, désolé, je vais le dire crûment, ils sont un peu 60 dans le même corps quand ils arrivent à l'école. J'avais jamais entendu cette expression, et c'est marrant. Moi, je dis ça. Ils sont un peu 60. Bon. Alors, elle le dit très bien, c'est par le travail que se forme la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire que c'est comme si le travail, la concentration, allait venir coller toutes les parties du corps de l'enfant. Hop, que la conscience allait vraiment, la conscience de soi, du son que je produis dans l'environnement quand je pose un objet, cette conscience de soi. Voilà. Eh bien, il faut qu'elle soit là pour pouvoir ensuite prendre conscience, je répète, de l'environnement puis des autres. C'est pour ça que ça ferait partie un peu du, entre guillemets, coup de gueule de la fin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une problématique qui est très compliquée à cerner, c'est-à-dire que l'école de la République a pour vocation de socialiser l'enfant de maternelle. D'accord ? Voilà. Et ça tombe bien parce que dans la deuxième partie du premier plan de développement, pour Maria Montessori, la vocation de la maison des enfants, c'est d'en faire un être social. Donc, jusque-là, tout va bien. Voilà. Sauf que quand, en règle générale, en pédagogie traditionnelle, en maternelle, on fonctionne par atelier, c'est-à-dire qu'on met plusieurs enfants en même temps autour d'une même tâche. D'accord ? Versus, au tout début, au moins jusqu'à 4 ans et demi, on va dire, eh bien, les enfants sont seuls à une activité. Alors, imaginez qu'un inspecteur arrive. Il n'est pas formé à la pédagogie Montessori et il voit tout un tas de petits machins sur 2 pattes, les enfants, travailler sur des tables individuelles. Et il se dit, mais attention, on va en faire des enfants qui vont pas pouvoir entrer en interaction les uns les autres, etc., etc. Ils sont en train de développer des tocs parce qu'ils font que des trucs répétitifs, machin, patin, couffin. Alors, c'est sûr que là,
on est aux antipodes. C'est-à-dire que dans un cas, en fait, on pense que c'est par le travail individuel que l'enfant va pouvoir se socialiser, parce qu'après, des marques à la maison des enfants de collaboration entre les enfants, il y en a, mais que ça. D'accord ? Mais une fois qu'il a réussi à se centrer. Sinon, il y a fort à parier que s'ils sont déjà 60 dans le même corps et qu'on les met 6 autour de la table, ça fait beaucoup. 60 personnes autour de la table, ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que dans les écoles traditionnelles, on fait l'inverse. En maternelle, on va travailler avec un groupe de 6, et puis en élémentaire, ils vont être chacun sur leur travail. Et du coup, là, c'est vraiment l'inverse quand on pense au plan de développement et à ce dont on a besoin les enfants. Mais après, moi j'avoue que si on ne connaît pas du tout le développement de l'enfant, ça va, c'est assez, c'est binaire de se dire bon pour les socialiser, il faut les mettre ensemble. Je veux dire, c'est pas, ça paraît pas faux au départ comme raisonnement, hein. Voilà. Sauf que malheureusement, c'est tellement compliqué déjà de se concentrer. Et puis bon, faut qu'on en parle là. C'est qu'il y a une insécurité totale. Alors là, je vais te parler un petit peu de moi, même si j'aime pas trop les intervenants qui parlent de moi. L'école de la République, j'en garde un souvenir. Voilà. Mais ce qui m'a le plus dérangé à l'école de la République, c'est pas les professeurs des écoles. Il y en a auxquels je pense encore toutes les semaines de ma vie d'adulte, d'accord, qui ont des gens profondément bienveillants, profondément respectueux, etc. Mais ce qui m'a vraiment blessée enfant, c'est le fait qu'on ne se respecte pas mon propre rythme, d'une part, et puis surtout, le fait que quand on donne une tâche à plusieurs enfants en même temps, il y en a toujours un qui finit avant les autres. Celui-là se sent meilleur et les autres se sentent moins bons. Et je ne parle pas du dernier qui a terminé. Et moi, j'étais dans une insécurité par rapport à ça, enfant. Et ce que je trouve admirable dans cette pédagogie, c'est que le fait que le matériel soit disponible en un seul exemplaire, eh bien, va en fait permettre de ne pas avoir ce type de compétition qui est très insécurisante et qui ne va pas permettre une confiance en soi, une estime de soi chez l'enfant. Oui, du coup, les enfants, il n'y a plus toute cette comparaison entre eux. Et puis bon, il n'y a pas de notes non plus. Là, j'ai entendu une amie qui est enseignante qui me disait, pour l'institut de sa fille, donnait des évaluations, les notait et les redonnait aux enfants de la meilleure note à la moins bonne. Et que les enfants applaudissaient. Et là, j'ai été choquée. Je dis, mais on n'est plus en 1950, quoi. C'est pas possible que ça existe encore aujourd'hui. Et l'avantage dans cette pédagogie, vu qu'il n'y a pas de notes, pas de comparaison, c'est qu'il n'y a pas de compétition entre les enfants, mais de la coopération. Et comme tu dis, pour l'estime de soi, ça change tout. Parce que du coup, ils peuvent, à mon avis, ils peuvent se comparer. Tu me dis si je me trompe, mais ils peuvent se comparer avec eux-mêmes. La semaine dernière, je n'y arrivais pas, cette semaine, j'y arrive. Mais ils ne se comparent pas avec les autres, qu'avec eux-mêmes. Oui, tout à fait. Alors là, je pense que c'est le moment de parler de la différence entre estime de soi et confiance en soi. D'accord, alors vas-y. Dans ce que tu viens de dire. Parce que, alors, l'estime de soi, c'est quelque chose, c'est notre manière d'envisager globalement nos capacités. Je suis plutôt ponctuelle, d'une manière générale. Je suis plutôt quelqu'un de courageux, je suis plutôt quelqu'un de feignant, je suis plutôt quelqu'un de ceci, cela. D'accord ? Alors, c'est beaucoup. En fait, c'est tous les regards qui nous ont entourés. Donc, je parle des parents, je parle des éducateurs, je parle de la famille proche, enfin, tous les gens proches qui nous ont renvoyé une image de nous-mêmes, qui a forgé cette perception de nous-mêmes globale. Voilà. Donc, tu vois, l'estime de soi, c'est quelque chose de général sur nous-mêmes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi, c'est l'évaluation non pas d'une aptitude générale, mais de notre capacité à effectuer correctement ou non une tâche en particulier. D'accord ? Donc, estime de soi, ce serait, par exemple, je suis plutôt habile, et puis confiance en soi, je suis devant une tâche de couture, ça, je ne vais pas y arriver. Ça, je vais y arriver. D'accord ?
Donc, c'est pas du tout pareil. Bon, mais évidemment, c'est relié. C'est-à-dire Oui. que si j'ai une bonne estime de moi, je sais que peut-être je vais pas y arriver tout de suite, mais au fur et à mesure que je vais essayer, eh bien, je vais y arriver. Oui. Donc, j'arrive, je m'assois sur le fait que, si j'essaye, je vais y arriver, et puis finalement, ma confiance en moi va se développer. Bon, alors je dis ça pourquoi? Parce que même si on est avec des tâches données à l'enfant, avec des ateliers en un seul exemplaire qui vont éviter cette compétition, si l'enfant a une mauvaise estime de lui et une mauvaise confiance en lui, alors en fait, même s'il est tout seul sur l'activité, ça va pas jouer. Ça va pas jouer parce qu'en fait, dès qu'il va rater, dès qu'il va y avoir une erreur, alors il va se sentir nul. Et s'il se sent nul, il va tout envoyer balader. Moi, je prends un exemple tout simple. Quand un enfant est sur un coloriage, qui s'applique, à pas déborder tout ça, puis qu'à un moment donné, il y a un trait qui part. Ça peut finir pour certains qui n'ont pas justement cette confiance en eux, par je te gribouille tout, je te déchire le coloriage. Parce que justement, il y a un moment donné, là, c'est pas « Oh mince, je me suis trompée. Donc là, je vais essayer de réparer ou il faut que j'y aille moins vite. » Non, c'est « Je suis nulle. C'est pas la peine que je continue, je suis nulle. » Donc tu vois, ça aussi, ça fait partie, quand je parle de posture, de choses à mettre en place dès le départ, c'est qu'il va falloir être très très vigilant à ce développement de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et comment on va supporter les enfants, comment on va les aider justement à vraiment croire en leur potentiel humain. Voilà. Parce que sinon, même tout seul devant une activité, plausiblement, ils n'y arriveront pas. Tu me fais une belle transition parce qu'une question que je voulais te poser, c'était quel est le rôle des éducateurs, mais éducateurs au sens large, parents, professeurs des écoles, famille, enfin voilà. Quel est le rôle des adultes en fait qui accompagnent les enfants pour toi? Je vais te faire une réponse un peu théorique, mais je pense qu'elle a le mérite d'être ce qu'elle est, c'est que ça dépend du plan de développement de l'enfant. Donc, un enfant entre 0 et 6 ans, entre 0 et 3 ans, c'est on va vraiment le porter dans ce regard humanisant qui va lui donner sa consistance de petit être humain qui a son importance, sa valeur spirituellement. Voilà. Ensuite, on l'aide à se socialiser, sachant que dans tout ce premier plan de développement, ce qui intéresse vraiment l'enfant, c'est de devenir autonome, fonctionnellement. Apprendre à se déplacer, à se vêtir, à parler, voilà. Deuxième plan de développement, si je reste sur cette aide-là, ça va pas aller du tout en fait. Là, c'est aide-moi à penser par moi-même. Donc là, il va falloir que j'emmène mon enfant apprendre. Alors, puis quelque chose qui intéresse beaucoup les enfants du deuxième plan de développement, c'est la limite entre le bien et le mal, ces choses-là. On va rentrer dans les détails de ça, mais c'est comment on fait, comment on les emmène vers cette éducation cosmique que propose Maria Montessori. Voilà. Troisième plan de développement, c'est comment on va les accompagner émotionnellement surtout dans le début du troisième plan de développement où il y a un remaniement comme ça des pulsions, où c'est très très compliqué. Comment on les accompagne émotionnellement. Et dernier plan de développement, entre 18 et 24, c'est comment on leur permet de devenir indépendant économiquement. Donc en fait, ça dépend vraiment de là où on est l'enfant et ça doit beaucoup nous guider. Et déjà, si on n'a pas, tu vois, cette formation-là de base par rapport à ce qu'elle dit, des plans de développement comme étant une éducation pour une aide à la vie, moi, je crois qu'on est à côté. Oui. Et pour les auditeurs qui connaissent pas les âges, est-ce que tu peux redire donc ça dit 0,6 et le dernier 18-24, mais au milieu, le deuxième et le troisième, si tu peux redire les âges pour les auditeurs. Par tranche de 6, en fait. C'est toujours par tranche de 6. Donc 0,6 ans, premier plan de développement. 6-12 ans, deuxième plan de développement, 12-18 ans, troisième plan, et 18-24, quatrième plan. Alors, moi, je conseille aux auditeurs un petit livre. Moi, je te dis quelque chose, c'est que
Maria Montessori, elle a écrit des livres extraordinaires. C'est pas la peine d'aller lire machin, truc bidule qui en parle. Des livres fabuleux. Alors, les étapes de l'éducation, c'est un tout petit livre. Tout petit livre. Quand on n'y connaît rien, il faut lire ça. Ça se lit en 1 heure. D'abord sans prendre de notes. Faut se le lire comme ça, tranquillement. Hop, je fais connaissance avec Maria et on y va. Et là, elle explique très bien les 4 plans de développement. C'est tout simple. Et puis, vraiment, c'est un petit livre. Autant, c'est vrai que pédagogie scientifique, tome 1, c'est déjà un petit peu plus indigeste. Je parle même pas d'esprit absorbant, où là, on est dans une retranscription de conférences orales qu'elle a données en Inde. Donc, c'est plus lourd au niveau de la traduction, parce que peut-être que la version non traduite est moins lourde. Mais en tout cas, ce petit livre, il est formidable. Ouais, tu conseilles celui-là vraiment pour rentrer Moi, je conseille 2 livres. C'est celui-là, et puis j'en parlerai tout à l'heure, l'éducation et la paix. D'accord. Et donc, je remarque que tu dis la même chose que moi. Je conseille souvent de lire des livres de Maria Montessori et pas sur Maria Montessori. Donc, tu as le même point de vue. Alors, ça, c'est évident. Alors, moi, je suis en train d'en écrire. Je dis ça, mais je suis quand même en train d'en écrire. Mais tu vois, je suis en train d'en écrire sur des traces qu'on n'a pas d'elle. Tu vois, c'est-à-dire que toute la formation internationale aujourd'hui, elle existe. Il y a des gens qui ont écrit un petit peu là-dessus, mais tu ne trouves pas d'exhaustivité. C'est-à-dire, la proposition totale de Maria Montessori sur l'ère de vie pratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la proposition totale? Tiens, ça, c'est intéressant d'en parler. Quand est-ce qu'on dit qu'on fait du Montessori, entre guillemets, pas C'est difficile de parler de ça. Écoute, Maria, moi, je pense que elle disait à la fin de sa vie, je montre quelque chose, ils ne font que regarder le bout de mon doigt. Oui. D'accord? Dans sa méthode. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a bien étudié ces textes, un type remarquable comme Christian Maréchal, qui est l'éducateur qu'on voit dans le film Notre Maître et l'Enfant, mais je le dis pour les auditeurs. C'est quelqu'un qui est très savant des écrits de Maria Montessori, qui les a lus et relus, et quand on l'entend parler, on le sait tout de suite, on le voit tout de suite. Alors moi, je pense que quand on est vraiment formé, on est capable ensuite d'ajouter des choses à la maison des enfants que Maria Montessori aurait tout à fait apprécié. Alors c'est pas pour me faire de la pub, mais par exemple, la proposition en art à la maison des enfants, il n'y en avait pas trop vraiment. Moi j'ai travaillé avec une artiste sur la proposition d'ateliers d'art à la maison des enfants. Alors moi quand je fais cette formation, je ne dis pas atelier d'art Montessori. Non, j'ai pas le droit de dire ça vraiment. Son nom n'est pas protégé, mais quand même. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire proposition d'atelier d'art à la maison des enfants. Ça a un sens. Ça veut dire que dans le cadre de ce que Maria Montessori a proposé, la maison des enfants, j'apporte ça. Oui. Et puis d'ailleurs, à la fin de sa vie, si j'ai bien compris, elle nous encourageait à poursuivre son travail. Elle voulait pas que ça reste figé comme ça. Et voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a à boire et à manger dans tout ça. C'est-à-dire que maintenant, étant donné que son nom n'est pas protégé, c'est un label comme un autre. Oui. Tu veux dire qu'il y a des gens qui peuvent détourner un peu le fait qu'elle ait envie qu'on poursuive la réflexion, mais qui prolongent, mais pas dans la bonne direction, en fait, c'est ça. Quand on voit des cahiers, des gros cahiers dans le commerce, tu sais, j'en ai encore vu un dans une librairie avec écrit, je sais plus, c'était mathématiques Montessori. Je l'ai feuilleté, mais je me suis dit mais non, enfin c'est pas possible quoi, ça n'a rien à voir. Tout à fait. Bérengère Collier en parle aussi très bien dans son livre. Ça c'est après c'est. Mais c'est la triste réalité, parce qu'elle a protégé sa méthode, entre guillemets. Elle n'aimait pas du tout non plus dire méthode, mais bon,
En l'occurrence, d'un point de vue, parce que moi j'ai un parcours, j'ai un doctorat en psychologie cognitive, donc méthode pour moi en psychologie expérimentale, c'est tout à fait ce qu'elle a mis en place. D'accord. C'est-à-dire un savoir-faire et un savoir-être. Pour ça, c'est vraiment une méthode. Ça, c'est certain. Voilà. Mais elle craignait qu'en résumant sa proposition par le mot méthode, eh bien, que ça soit figé, que du coup ça reste figé. Ça soit figé. Et puis tu sais, moi je vois beaucoup en réunion publique Montessori de gens qui me disent, est-ce qu'on a le droit de... Ouais. Attention, hein. Attention, hein. Ouais. Attention, parce que là, on est en train de tomber dans une secte. Là. Bah oui, c'est ça. Alors que la question qu'on devrait se poser, c'est pas est-ce qu'on a le droit de, c'est est-ce que je respecte les comment dire, les... Alors, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu me diras, est-ce que je respecte les lois naturelles de l'enfant si je fais cette proposition? Ah, mais tu sais pourquoi tu hésites? Parce que c'est un terme de Maria Montessori qui a été reprise par Céline Alvarez et on croit que c'est les mots de Céline Alvarez. C'est pas les mots de Céline Alvarez, hein. D'accord, donc je peux le dire. Repris mot pour mot de Maria Montessori, on peut les lire dans tous ses livres. D'accord, oui, donc ça va, je peux le dire. C'est pas que ça va, c'est que ça, on peut pas dire autrement aussi bien que ça. Oui. Loi naturelle de l'enfant. Mais pour ça, il faut avoir une formation sur ces fondements théoriques qui est précise. Hein. Oui. Et tu vois, je me posais exactement la même question. Alors, je me suis pas dit est-ce que j'ai le droit de, mais je me suis interrogée parce que dans les ateliers que je propose aux enfants le mercredi et les vacances, j'ai rajouté des smart games. Tu vois ce que c'est? Donc pour les auditeurs, voilà, c'est des petits jeux. Souvent, donc l'enfant joue seul, et puis il y a des challenges et on avance au fur et à mesure. Voilà, il y a à peu près, ça dépend, une quarantaine de challenges autocorrectifs. Et de toute façon, on voit tout de suite si on a placé les pièces au bon endroit, si ça fonctionne ou pas. Et ça, tu vois, je trouve ça hyper intéressant, les smart games. Donc je me suis dit, est-ce que je les ajoute ou pas dans ma pièce? Puis après, vu que j'affiche atelier, enfin moi j'avais mis atelier apprendre autrement. Et là, maintenant, j'ai rajouté tiret Montessori, tu vois, mais comme c'était atelier apprendre autrement, je me suis dit, est-ce que je les ajoute? Puis après, je me suis dit, mais oui, te pose pas la question, puisque en fait, ces smart games-là ont tout, enfin, j'ai l'impression qu'ont tout, enfin, c'est l'idéal pour aider les enfants, enfin, pour moi, ils respectent les lois naturelles de l'enfant, tu vois. On avance progressivement, des difficultés croissantes au fur et à mesure, autocorrectifs, et je trouve ça hyper intéressant. Donc, je les ai rajoutés. Oui, alors, cette question, elle est très intéressante. Hein. D'abord, toi, tu es dans le cadre d'atelier, donc tu es plus free, entre guillemets. Dans le cadre d'une classe, c'est un petit peu différent. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'à partir du moment où tu commences à avoir la totalité du matériel, et que de toute façon, l'école de la République fait qu'il y a la crise du logement à l'intérieur de la classe, il faut faire des choix. Ouais. Faut faire des choix, et du coup, les filles, elles me disaient souvent quand elles commençaient, elles me disaient oh non mais ça je peux pas l'enlever et tout. Puis au bout d'un moment, quand tu dois mettre ton cabinet de géométrie, tu t'en enlèves des choses. Ouais. Puis quand tu dois mettre le cabinet de géographie, t'en enlèves des choses. Ouais. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire que sa proposition étant ce qu'elle est, il y a un moment donné, la classe fait pas jamais 100 mètres carrés. C'est ça. Et s'il n'y avait pas de crise de logement, comme tu dis, imagine, toi, quelle décision tu prendrais pour cet exemple précis? Je ne les mettrais pas dans les classes. Si je ferais, tu vois, je ferais peut-être... alors moi, si j'avais ma classe, je ferais une petite journée de temps en temps, comme ça, voilà. Mais je laisserais ça aux parents. Ouais. Je laisserais ça à la maison, tu vois, parce que c'est comme faire... C'est comme faire à manger, tout ça, tu vois. À un moment donné, il y a un endroit pour tout. Tu vois. D'accord. C'est pas. Il y a tellement de propositions extraordinaires dans ce qu'elle a déjà mis en place qu'on peut pas être exhaustif. Ouais. Tu vois. Donc tu en laisserais aux parents. À un moment, on s'y perd. Ouais. Mais par contre, je m'en ferais bien de temps en temps, tu vois. Ouais. Par exemple, une après-midi jeu de société avec. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Ouais, et puis je trouve, parce que ça c'est souvent le cas quand même, quand tu regardes les récréations, tu te dis quand même, oulala, pour ceux qui ont encore des récréations, pour le temps du midi, avoir une salle où il y a des propositions comme ça, c'est super.
Et puis des jeux de société sur plateau, moi j'en suis friande et c'est vraiment, ça permet réellement aux enfants de développer des tas d'aptitudes. Mais tu vois, je te dis ça et en même temps, moi j'ai une des filles là de l'asso, Céline Dubois, qui elle n'a pas tout le matériel et elle a une aire, je suis jamais allée dans sa classe, mais si j'ai bien compris, elle a carrément une aire de jeu comme ça. Bah dans ce cas-là, oui, parce qu'en fait, elle n'a pas la totalité de la proposition. Donc, elle peut se permettre ça, tu vois. Et même, je dirais même que c'est conseillé, c'est super. Ouais. Quand tu commences à avoir la totalité du matériel, t'as plus la place pour ça. Ouais, c'est super intéressant tout ce que tu dis là. Et tu vois, moi je dis souvent, je voudrais reparler de la posture de l'adulte. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure et j'aimerais qu'on parle de transformation intérieure, tout ça. Et je dis souvent que quand un enseignant se lance, et voilà, je voudrais qu'on parle de transition aussi. Un enseignant qui se lance et qui justement n'aura pas pu investir dans tout le matériel, l'acheter ou le fabriquer, au départ, donc comment faire déjà pour se lancer quand on n'a pas tout. Et moi souvent ce que je dis, il vaut mieux entre deux classes, vaut mieux un adulte qui a travaillé sur sa posture, sur sa façon de s'exprimer, la façon de s'exprimer avec les enfants, tout ça, et qui a peu de matériel Montessori, plutôt qu'une classe où un adulte n'aurait pas pris le temps de travailler sur sa posture et aurait déjà investi dans tout le matériel. Donc déjà, est-ce que tu confirmes, voilà, que... Oui, alors tu vois, Alvarez en parle très bien dans son dernier bouquin, très très bien, comment on fait, je pense par la première question, comment on fait le tri, hein. Alors, là, je vais parler de quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que moi, ce travail qu'Alvarez a fait, je l'ai fait à chaque fois que tu vas dans une classe, là, ça a le mérite d'avoir été couché dans un livre. Mais à partir du moment où tu commences à faire une transition, tu fais exactement ce que tu dis. Tu fais avec les moyens du bord. Et le plus important, c'est la posture. Et de mettre en place des outils qui développent l'autonomie de l'enfant. Ça c'est le principal. Le problème, quand même, c'est que ce qui n'est pas dit dans ce livre-là, c'est que quand tu sors des placards, les activités que tu peux avoir en classe. Bon, déjà, dans les écoles. Déjà, en fait, en règle générale, tu as un jeu en plusieurs exemplaires. Donc, déjà, ça, t'en gardes qu'un seul, parce que tu as compris, c'est pas la peine qu'ils soient à plusieurs en train de faire ça, sinon ça va créer de l'inconfort chez les enfants et de la compétition. Donc déjà, tu limites à un seul exemplaire les super activités que tu as. Bon. Et puis après, moi je me suis aperçue, parce que je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois je l'ai fait, Céline, ça, d'aller dans les classes pour faire ça, mais voilà. En fait, je me suis aperçue très très vite que 80% des activités proposées en maternelle sont des activités d'exécutants, c'est-à-dire behavioristes. En sciences de l'éducation, on dirait c'est du taylorisme, c'est-à-dire du travail à la chaîne, sans être vulgaire. C'est-à-dire que tu as un modèle, du matériel, et tu dois essayer de reproduire le modèle. Oui, j'ai un exemple de matériel en tête, là, quand je t'entends. Et en fait, quand tu regardes, c'est 80% du matériel qui est comme ça. Alors ça, par contre, vraiment... Tu supprimes, tu jettes le modèle. Eh ben, tu t'organises pour que ce soit pas 80% de ça. Ouais. Voilà. Et après, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une progression. Tu vois, par exemple... Tu te dis, moi j'ai pas mal de puzzles, c'est super. Maintenant, ce qu'on remarque, ce que j'ai remarqué beaucoup dans les classes, c'est que si tu mets pas une progression, les petits vont les prendre, ils savent pas comment faire, ils vont te les reposer en vrac. Et puis toi, tous les jours où ton ATSEM, c'est reparti pour ranger les puzzles de la classe. Bon. Or, si tu as un code couleur, par exemple, facile, intermédiaire, un peu difficile, 4 codes couleurs. Et puis que dans 4 cases, tu les ranges un peu par ordre de difficulté, et que tant que tu n'as pas validé le premier, tu ne peux pas passer au deuxième, là, tu commences à rentrer dans une démarche Montessori. Alors que c'est des puzzles qu'on trouve dans des écoles traditionnelles, mais voilà, on peut quand même s'en servir, on peut justement profiter de ce matériel, mais utiliser d'une manière différente, en fait, ce que tu dis. Voilà, donc ça, après, quand même, essayer d'organiser la classe en espace d'apprentissage, ce qui est quand même déjà le cas, voilà.
mais de manière très lisible pour l'enfant, parce que ça aussi, c'est très sécurisant. Tiens, moi, je vais faire quelque chose où je deviens autonome de mes mains, et voilà, un simulacre de la vie quotidienne, hop, je vais par là, vers la pratique. Bon, et déjà organiser sa classe avec des espaces. Alors, ça peut être espace par game, espace vie pratique, parce que ça, en règle générale, les filles passent assez vite. Je dis les filles parce que moi, je vois pas beaucoup d'hommes en maternelle. Mais il y en a, s'il y en a qui écoutent, désolé. Voilà, et tu vois déjà organiser géographiquement par aire sa classe et faire du tri en essayant de privilégier la créativité de l'enfant quand même, parce que bon... Le travail d'exécutant, ça va bien, mais c'est pas quand même ça qui va entièrement développer le cerveau, l'esprit de l'enfant. Hein. Voilà. Et déjà, ça sera pas mal. Et c'est vrai que la posture, ouais. Mais déjà, c'est tellement compliqué de se dire à un moment donné, je fonctionne plus en atelier. Ils sont tous éparpillés dans la classe, avec quelque chose dans les mains. Déjà ça, mon Dieu. Ouais. Faut pas aller trop vite, hein. Mais tu vois, en 2014-2015, j'avais des petites sections à mi-temps et je me suis pas posé de questions. En fait, j'ai aménagé à peu près, comme tu disais, la classe. Enfin, j'ai apporté des changements. Et puis 2 jours par semaine, je me lançais. Et parce que là, tu vois, c'est rigolo parce que j'allais te poser la question, mais comment passer du je vous contrôle au libre choix? Et en fait, en 2014, je me suis pas posé la question et ça s'est fait naturellement. Et en plus, ce qui était compliqué, c'était des petits et j'avais que des petits, hein, j'avais pas des petits moyens grands. Et que les 2 autres jours de la semaine, ils avaient une institut traditionnelle. Mais moi, quand j'arrivais, c'était libre choix et tu vois, j'avais pas du tout le souvenir de difficulté. Mais j'allais te poser cette question là tout de suite. Non, mais écoute, j'ai envie de te dire merveilleux. Ouais. Mais pour de vrai, ça se passe vraiment pas comme ça pour tout le monde. Ouais. Donc, moi, je crois que là encore, il faut s'écouter. Parce que si on a peur, on le transmet aux enfants. Et puis, si on pense que ça va pas marcher, ça ne marchera pas. Donc, tu vois, là, il y a plein de façons de faire. C'est-à-dire, j'en laisse la moitié en atelier dirigé. Et puis, il y a la moitié qui fonctionne. Et puis, au fur et à mesure, voilà, il y en aura de plus en plus. Il y a tellement de possibilités. Marie de Paris, une amie là, qui est dans une école à côté de la maison, elle fait quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'elle va faire une présentation en collective, par exemple sur le travail d'algorithme, et ensuite les enfants vont prendre leur petit plateau et aller s'installer sur une table seule. D'accord. Finalement, c'est une version atelier collectif où tu apprends déjà à l'enfant à se concentrer seul sur une tâche et à prendre son temps à son rythme. À coup de sifflet, tout le monde départ et à la fin, tout le monde va avoir terminé. Ouais. Bon. Donc c'est une sorte de mix comme ça. Véronique Terpan qui à Chambéry faisait quelque chose de fantastique elle, quand elle a commencé. Elle est maître formatrice. Elle. Oui. Elle, ce qu'elle faisait au départ, c'est que les activités, elles n'étaient pas sur les étagères. Elles étaient sur les tables et les enfants voyageaient de table en table. Au fur et à mesure, l'enfant a dû aller reposer son plateau à l'étagère. Et tu vois, elle les a emmenés progressivement vers cette autonomie. Il n'y a pas une seule manière de faire. Ouais. Tout dépend vraiment de la personnalité de l'adulte et de l'environnement de la classe. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas d'étagère et il peut pas dire non, je peux pas mettre ça en place, puisque voilà, ce que tu viens de dire sur les tables, et ben voilà une solution, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais voilà, là, il faut vraiment se faire confiance parce que moi, je crois quand même que ce qui est très, très compliqué, surtout quand on n'a pas travaillé comme ça avant, c'est que quand on a 4 ateliers, on a visuellement 4 pôles à surveiller. Quand on passe aux ateliers autonomes où on a 30 enfants potentiellement qui sont sur une activité, c'est 30 points. C'est vraiment de l'attention périphérique en permanence. Et ça, au départ, c'est très coûteux. Et si on voit pas, parce que 30, on a quand même pas, on n'a qu'une seule paire d'œil, 2 yeux, je sais pas comment on dit. Enfin, voilà. En tout cas, on n'a pas des yeux dans le dos. Du coup, il y a forcément des choses qu'on ne verra pas. Mais est-ce que c'est bien grave? Oh, tant mieux. Mais par contre, dans les débuts, c'est vrai que il vaut mieux toujours penser à l'endroit où on s'assoit et qu'on ait le plus possible de vision sur sa classe. Éviter les étagères avec un fond qui nous cache une partie de la classe. Voilà, éviter les petits recoins parce que voilà. Parce que des fois, c'est une intervention indirecte. Hein. C'est juste un petit regard.
C'est interpeller un enfant qui passe et dire, dis donc, tu voudrais pas aller voir Sarah et lui remontrer comment on roule un tapis. Hop, ouais, tu vois, c'est la capacité comme ça. Non, faut pas que l'adulte tout le temps se mêle, hein, parce que voilà, mais quand même. C'est très fatigant cette attention divisée partout sur toute la classe. Hein. Oui, et puis ça demande un sacré lâcher prise aussi. Voilà. Ok, super. Et j'avais écrit plein de questions sur ma feuille, mais en fait, voilà, on est parti dans plein de directions super intéressantes, donc c'est pas grave si j'ai pas pu toutes te les poser. Allez, quand même une dernière avant de terminer. Pour toi, quelles sont les qualités principales à développer quand on accompagne des enfants au quotidien ? Alors, c'est difficile hein, comme question. Bon, allez, je vais le dire comme ça sans y passer 3 heures. Moi, je crois qu'il faut déposer son cerveau d'adulte. Oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment et vraiment essayer de considérer, Maria Montessori en parle très bien, le travail colossal de l'enfant du premier plan de développement à devenir un être humain de sa propre culture. Et de l'accompagner vers ce grand travail. Voilà. Donc, la qualité principale, c'est de se dire que en préparant un environnement préparé, j'emmène l'enfant le plus possible vers cette adaptation à sa culture et avec, j'ai envie de dire, presque aucune porte de sa culture qui ne lui sera fermée. Voilà. Ça, c'est la première des choses que j'ai envie de dire. Alors, quand je dis aucune porte de sa culture qui lui sera fermée, c'est-à-dire que je lui offre tout un panel d'expressions de soi, qui sont les arts, qui sont les mathématiques, qui sont le langage oral, qui sont le langage écrit, qui sont la danse, qui sont etc. Pour pouvoir vraiment devenir un être humain de sa culture. Moi, je pense que si on a ça en tête, déjà, on va faire du beau travail. Et puis, vraiment, vraiment, vraiment travailler, ça, je crois que tu l'as compris, sur ce que c'est que de devenir, d'avoir confiance en soi et d'avoir une estime de soi qui soit solide. Parce que sans ça, on ne peut pas persévérer. C'est impossible. Voilà. Après, il y aurait des tas de choses à dire, tu vois, mais voilà. Et puis, j'ai envie de dire, parce que tu ne l'as pas posé, puis je t'avais dit que ça m'était très important, alors je vais le dire vite, mais pour arriver à se transformer comme ça, il faut voir des gens qui travaillent de la même manière que soi. Et il faut faire partie d'un collectif. Et ben oui, Public Montessori. Voilà, et c'est pour ça que c'est vraiment, cette association nationale qui s'appelle Public Montessori, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a tout expliqué sur cette très, 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 très belle association. Vous avez des délégués départementaux dans certains départements, déjà beaucoup, et puis il y a des réunions qui sont organisées, les fréquences dépendent des départements. Nous, par exemple, c'est 1 fois par mois. Nous aussi. Là, on se réunit et on cause de ça tout le temps. Et on va en fait réfléchir ensemble. Collectif qui réfléchit avec les mêmes envies, les mêmes besoins. Ça, c'est important parce que on a beau lire les livres de Maria Montessori, on a beau être formé, on a besoin de toujours continuer. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important, c'est la formation continue. Et on a besoin de faire partie d'une fédération comme ça, où on est tous ensemble, on va tous ensemble vers le même chemin, et on a besoin de partager des valeurs communes, et puis on a besoin de s'encourager, parce que c'est pas toujours facile. Donc, cette association, vraiment, je le dis et je le redis, pour moi, elle est extraordinaire pour que les enseignants ne soient pas isolés et puis trouvent du bonheur à se rencontrer et à apprendre ensemble.
Et tu vois, moi, je me sens un peu seule dans mon coin des fois, donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'asso. Et je suis déléguée du 21. Et là, on a prévu une rencontre par mois pour 2020. Et la première rencontre, on était 3 ou 4. On a fait connaissance. Et en fait, on a décidé à chaque rencontre de fabriquer du matériel ensemble. Et du coup, parce que je me dis, voilà, une fois qu'on aura les mains occupées à fabriquer, et ben justement, on va pouvoir échanger sur nos difficultés, tout ce que tu viens de dire. Voilà, donc en fait, l'objectif, il est là. Tu vois, c'est de fabriquer du matériel ensemble, d'échanger sur les difficultés du quotidien, et de se soutenir, de s'entraider, voilà. Et puis après, ça c'est très important, et ça c'est plutôt le mouvement Freinet qui me l'a transmis. C'est que l'idée c'est pas qu'il y ait un sachant et des gens qui écoutent. C'est que ce soit vraiment un collectif. Nous, par exemple, on propose 4-5 ateliers par réunion, et à chaque fois, les gens qui les animent sont différents. Oui, parce que vous êtes plus nombreux. Voilà, vous êtes plus nombreux. On est très, très nombreux. On est très nombreuses. Mais c'est vrai que ça permet aussi de se dire que c'est bien d'entendre différentes personnes parler de cette pédagogie. Et tu vois, pour terminer, parce que voilà, il faut terminer à un moment donné, ce que j'adore dans cette pédagogie, vraiment, il n'y a pas que cette pédagogie qui est... Mais je parle que de ce que je connais à fond. Voilà. Les universitaires, c'est ça. Ça parle que voilà. Et ce que je trouve formidable, c'est que quand je vois les classes, c'est le même matériel. C'est pour les classes qui sont en multi-âge, qui ont 3 niveaux, tout ça, c'est la même variation d'âge, et pour autant, il se passe pas la même chose. Parce que c'est tellement dépendant de la personne. Pourtant, on fait les présentations de la même manière, pourtant, voilà. Et on garde quand même cette personnalité qui est hyper, hyper importante et qui va rayonner sur les enfants. Voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette pédagogie. C'est que ça dépend aussi beaucoup de la personne qui la transmet. Ouais, c'est beau. C'est très joli ce que tu dis. Et écoute, pour conclure, je vais te poser les 3 questions habituelles. Est-ce que tu aurais un coup de cœur ou un coup de gueule à partager ? Alors, les coups de gueule, j'ai pas envie parce que ça m'énerve. D'accord. Le coup de cœur que je voudrais partager, c'est le très, très, très bel entretien de Bernard Coulot qui a créé, entre guillemets, parce que, voilà, l'école du 3e type. Il raconte dans cette interview, d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est une interview dans sa cuisine avec deux personnes qui l'interviewent. Ça dure 1h50 et c'est exceptionnel. Donc voilà, c'est pas en Montessori, mais peu importe en fait. C'est tellement, tellement intelligent, voilà ce qu'il dit, que moi vraiment je vous invite à aller écouter ce grand monsieur qui parle très très bien d'éducation des enfants et de la liberté des enfants. C'est marrant que tu en parles aujourd'hui, puisque j'ai interviewé 3 enseignants des écoles du 3e type. Alors Bernard Collot ne m'a pas encore dit oui, j'espère qu'il le fera. Mais voilà, j'ai eu 3 enseignants des écoles du 3e type, et donc j'ai regardé cette interview il n'y a pas longtemps. C'est super, je pense que c'est bien de la mettre peut-être en lien. En lien du podcast, ouais. Oui, c'est vrai, je vais le rajouter en lien, bonne idée. Et est-ce que tu aurais un livre qui t'a beaucoup marqué et que tu aimerais partager avec les auditeurs ? Écoute, je ne vais pas faire dans l'originalité, mais moi je suis venue à cette pédagogie en lisant un livre que je n'ai pas fermé avant de l'avoir lu. J'étais en 2e année de fac de psycho, qui s'appelle L'éducation et la paix. Et voilà, c'est un livre qui a été écrit par Maria Montessori en 1949. Et qui est d'une modernité complètement extraordinaire, et dans l'effondrement qui arrive, il est d'une modernité sans nom. Et c'est un vrai espoir, et ça aussi, pour moi, c'est un livre que je conseille de lire pour comprendre la portée philosophique de cette pédagogie. Et on va terminer sur une citation, avec une citation. Ouais, écoute, du coup je la lis parce que je la connais pas par cœur. Vas-y. Elle est dans ce livre-là. Dans la 2e page de l'introduction, elle dit « Le jour doit enfin venir où l'humanité sera capable de prendre le contrôle du progrès pour lui donner un sens. Or nous sommes précisément à ce moment crucial de l'histoire humaine. »
Ou bien l'humanité dans son ensemble va prendre le contrôle du monde mécanique pour l'organiser, ou bien ce monde mécanique va détruire le genre humain. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Juliette pour le podcast. Je t'en prie, c'était un plaisir. À bientôt, au revoir. Au revoir. J'espère que dans ce podcast, Juliette aura répondu aux questions que vous vous posez. Et si jamais vous vous en posez d'autres, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires de mon blog, montessori-apprendreautrement.com, sur la page podcast. Voilà, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de les poser aux prochaines personnes que je vais interviewer. Si jamais vous êtes intéressé par l'association Public Montessori pour pouvoir travailler en équipe, n'hésitez pas à aller sur le site. Et j'espère que dans votre région, il y a déjà des groupes d'organisés. Donc voilà, vous pouvez creuser cette piste. Et j'ai oublié de demander à Juliette où est-ce qu'on pouvait la retrouver en ligne. Donc je vous donne le nom de son site. Donc c'est www.formation-montessori.com. Voilà, vous pourrez aller voir son travail sur son site. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire dans Apple Podcast ou cliquer sur les étoiles pour m'aider à faire connaître le podcast. Mon objectif, c'est que vous soyez de plus en plus nombreux à l'écouter et que tous ensemble, on puisse semer plein de petites graines. À vendredi prochain.